Et d'abord, c'est catastrophique lyonnais. À nouveau battu 2-0 pour leur première à domicile cette saison face à Monaco. L'OL a été largement dominé. Il y a une stat quand même assez dingue. Un seul tir tenté par Lyon dans ce match. C'est le pire total de l'OL depuis 18 ans. Alors, je sais pas, franchement, commençons par Lyon, je pense. Vous voulez commencer par Lyon ? Commençons par Lyon. Mais commençons par quoi, en fait, par Lyon ? C'est quoi ? C'est le mercato, les choix tactiques douteux, les joueurs pas au niveau ? Je sais même pas ce qu'il faut ouvrir en premier, en fait. Déjà, tu peux effectivement parler de la qualité. Walid a beaucoup parlé depuis le début de la saison de ses inquiétudes concernant le milieu de terrain. Je partage totalement cet avis. On peut s'interroger sur les mecs qui sont venus, qui ne sont pas venus. Ça, c'est une chose, et ce sera le gros du sujet, c'est de parler de ça. Mais en préambule, exactement comme on le disait un petit peu l'année dernière, quand tu fournis une telle prestation, exactement les prestations qu'ont fourni les Lyonnais dans le début de saison, quand il y a eu tous les changements d'entraîneur jusqu'à Grosso ou Boss au début, machin, à un moment, quand c'est trop gros pour être vrai, l'explication n'est pas que sur le terrain. C'est qu'il y a ça commence d'abord par la direction que donne le club à ses joueurs. Et quand les joueurs sentent que rien ne va et que à tous les joueurs, tu dis ou tu fais passer le message que d'ici le 31, vous êtes tous transférables parce que de toute façon, il faut qu'on rentre de l'argent dans les caisses, à quel moment tu veux que des joueurs soient concernés par un combat, par une cohérence collective, par un projet commun? C'est impossible. Tout le monde est à l'envers. Et d'ailleurs, Pierre Sage, dans sa conférence de presse d'après-match, a quand même sous-entendu qu'il y avait un problème de ce côté-là. Il l'a même dit. Après, tu peux parler des faiblesses, de tout ce que tu veux, de la supériorité de Monaco. Mais quand, tu vois, je pense que aussi peu de tirs, pas de but, se faire balader. Je veux dire, moi j'ai vu Monaco ce soir beaucoup plus balader Lyon qu'ils ont baladé Saint-Etienne à Louis II la semaine dernière. C'est clair. Donc tu vois, c'est trop gros à un moment. C'est trop gros. Il y a quand même des joueurs dans cette équipe. C'est pas, tu vois, on joue, tu vois, ces mecs, ils ont 2 jambes, 2 bras. Là, on a l'impression qu'ils jouaient contre les Cudjat, tu vois, limite. Donc là, il y a un problème. Et le problème, il est dans la direction du club et dans le fait que le club est complètement à l'envers en ce moment. Mais ça, j'essaye de le dire depuis 2-3 jours. J'ai l'impression que tout le monde ne comprend pas forcément. Là, ils vont comprendre. On continue dans un instant, Walid, mais juste écoutons Pierre Sage par rapport à ce que disait Daniel. Effectivement, c'est le moment fort de cette conférence de presse sur l'aspect humain de cette fin de mercato. Pierre Sage au micro d'Edouard G. Aujourd'hui, c'est vrai que la dynamique humaine et relationnelle dans le vestiaire est bousculée. On est maintenant dans la dernière ligne droite et beaucoup de joueurs se posent des questions sur leur propre situation, la situation de certains de leurs partenaires. Ça a, selon moi, du poids sur la manière dont on prépare nos matchs, donc sur nos semaines d'entraînement. Et je pense qu'il y a au-dessus de nos têtes quelque chose qui est pesant, qui crée peut-être un peu d'anxiété chez certains, un peu d'animosité chez d'autres. Mais dans tous les cas, je les ai renvoyés aussi à notre devoir, parce que je m'inclus dans ce conseil-là. C'est aujourd'hui, peu importe où on sera demain les uns et les autres, l'important c'est d'être complètement focus sur les objectifs du club pour lequel on joue et on entraîne. La dynamique. Il y a beaucoup d'honnêteté. Ce qu'il dit, c'est très fort et beaucoup d'honnêteté. Il y a très peu d'entraîneurs qui disent ces choses-là. Et il choisit bien ses mots, parce que je pense qu'il édulcore la situation. Parce que d'autres. Donc ça veut dire que c'est plus grave que c'est plus grave encore que ce qu'il dit. Quand il parle, quand il dit ce qui se passe au-dessus de nos têtes, l'image elle est quand même assez dingue. L'histoire des 100 millions d'euros que tu dois vendre depuis un mois et demi et tous les joueurs sont sur un siège éjectable alors qu'il y a des joueurs qui viennent d'arriver depuis 6 mois. C'est vrai que pour constituer une équipe et pour avoir de très grandes performances, ça aide pas. Même si on parlera tout à l'heure aussi de Pierre Sage qui a sa responsabilité où moi je vois pas une grosse progression dans le jeu, mais on a bien compris ce qu'il voulait évoquer et de toute façon avant qu'il le dise, nous moi j'avais des infos et des échos et j'essayais de les distiller, ce qui se passe dans le vestiaire. Même dans la compréhension du mercato, sur certains postes, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que John Textor a fait sur certains joueurs. C'est une bonne nouvelle. Donc quand tu vois aujourd'hui que le joueur qui a été acheté 37 millions d'euros, donc Aurel Mangala, 37 millions d'euros avec l'option levée, entre le 10 millions de prêt et les 27 millions d'euros. Il n'a pas joué 1 minute ce soir. Il ne joue pas 1 minute, donc il passe derrière Tolisso, Diawara, Maitland-Niles, Matic et Cacré.
C'est qu'à un moment, Donc il faut se demander si. Ouais. Vas-y, pardon, termine. Non, mais il y a un signal envoyé de la part du coach, et c'est plutôt logique, parce que Manga, il a fait un match contre Rennes qui a été catastrophique la semaine dernière, et même les 6 derniers mois, il avait très peu apporté. Donc voilà, il y a plein de choses entre l'histoire de John Textor, le mercato, le cas Lacazette, l'association Lacazette. Qui a fait le mercato et qui prend les décisions qui prend les décisions David Friot ou John Textor qui fait le mercato tout seul? C'est une bonne question. Mais les gars, comment on passe quand même Je crois que la réponse, on la connaît. On la connaît, John Textor. Oui. Non, mais par contre, la dinguerie avec Lyon, quand même, c'est que le mois de juin, il y a 2 mois, j'ai l'impression que c'était il y a 1 an. Comment on passe d'une équipe qui fait la deuxième partie de saison qu'elle a faite, on était là en train de se projeter sur l'année prochaine, il y aura Lyon, etc. Et on a l'impression qu'en 2 journées... Thibaut, tu casses la dynamique. Tu casses la dynamique puisque tu pètes le vestiaire avec le marché. Et dans le marché, tu te rends compte que tu es à la rue financièrement et le message que tu envoies, c'est que tout le monde est à vendre. Comment tu veux concerner les mecs? Tu as complètement cassé la dynamique en fait. Il n'y a pas que Lyon qui était en plus, attention, sur des mecs qui sont arrivés attention. Des mecs qui sont arrivés il y a moins de 6 mois. Il y a moins de 6 mois, ils peuvent partir à n'importe quel moment. Demain, Malik Fofana ou Ernest Noama, et s'il y a une offre en première ligue, ces mecs-là partent. Donc, comment tu veux concerner tout le monde? Et l'échelle de responsabilité, je vais répéter, mais ce que j'ai dit, John Textor, le mercato, le jeu qui ne progresse pas, le cas Lacazette, où on en avait parlé, je me rappelle très très bien avec Daniel, on avait fait pendant l'Euro, quand Lacazette décide de prolonger, on dit c'est une superbe histoire, c'est extraordinaire, c'est un beau message par rapport à l'Arabie Saoudite, mais attention à l'année de trop. Et derrière, tu fais Mikotadze quand même, où tu as c'est quand même le 4e numéro 9 après Mama Baldé et Gif Torban que tu as fait il y a 6 mois. En plus de ça, si tu rajoutes le fait que sur les 2 premiers matchs, il n'y a pas photo contre Rennes et contre Monaco où les meilleurs joueurs, le meilleur joueur c'est Perry, où sur le premier match, il te sauve 2-3 grosses occasions, parce qu'attention, l'addition, elle est sympathique, le 3-0 et le 2-0 sur les 2 premiers matchs. Parce que sans Perry, Perry, ça peut faire, mais vraiment beaucoup plus lourd. Et surtout, cet après-midi, si Monaco a un finisseur, il y en a 4 dans la sacoche. Exactement. Et on a le sentiment, parce qu'on en parlera après pour Monaco, que même Monaco avait les mains dans les poches à un moment donné sur les 25 derniers mètres en se disant, bon, de toute façon, ce match-là, on est tellement au-dessus, on va le gagner. Parce que sur la première mi-temps, ça doit faire 2-0 Monaco. Tu étais à 0-0 jusqu'à la 60e minute. Donc c'est ça qui est encore le plus inquiétant, c'est que tu te dis, même avec un Monaco qui a fait un très bon match, mais qui dans la finition, dans le dernier tiers, a eu des gros problèmes, t'es à des années-lumière. Et là, sur les 3 prochains matchs, c'est Strasbourg, Lens, Marseille. Exactement. Donc, il y a urgence. Il y a urgence. Une chance. Alors, oui, mais comment on caractérise cette urgence? Bon, d'abord, je n'avais pas fini sur la dynamique. N'oublions pas que quand je disais c'était trop gros pour être vrai, la nullité de l'OL sur les 6 premiers mois de l'année dernière, un petit peu comme maintenant, les 6 derniers mois étaient également trop gros pour être vrai. Tous ces matchs miraculeux, l'état d'esprit, machin, derrière, il faut aussi qu'il y ait du fond, parce que le côté, on va dire, champagne, euphorie, où tout réussissait, ça ne fait pas une politique sportive de long terme. Alors maintenant, je reviens à l'urgence dont parlait Walid. En fait, c'est simple. Le 31 août, une fois que le mercato est terminé, que tout le monde sait ce qu'il va faire et dans quel club il va être, où le club réussit à resserrer les boulons, Pierre Sage reprend la main sur l'effectif, il met tout le monde face à ses responsabilités et l'OL se remet à jouer. Et après, on jugera de l'OL avec ses qualités. Je ne pense pas qu'il y ait un effectif pour faire les 4 premières places, mais c'est un OL qui peut en tout cas être quand même pas trop, on va dire autour de la 5e place, 6e, j'en sais rien, mais en tout cas certainement pas aussi nul qu'on le voit en ce moment. Soit on rentre dans une spirale comme l'année dernière, de perte de confiance. Je pense que le 31 août apportera des réponses. Après, si effectivement on apprend derrière que, en plus, le fait de ne pas avoir payé, de ne pas avoir trouvé l'oseille, les fameux 100 millions, la DNCG sanctionne le club et tout, bon, ça peut. Et puis si derrière il te prend, mais normalement, si derrière après il te prend Everton, il devrait être capable de resserrer les boulons quand même. Et si derrière il te prend Everton derrière, alors là c'est le coup de massue. Oui, non, mais d'accord, Walid, mais ça n'empêchera pas. Pierre Sage aura après le 31, quand tout le monde saura où il doit aller, où il ne doit pas aller. Il y a 20 mecs qui vont se retrouver dans un vestiaire face à un entraîneur.
Bon, Ah oui, il gars, faudra faire bien mettez-vous à mieux, jouer bien sûr. maintenant. Ah À un oui, moment, ah oui, là, ça oui. maintenant, à un moment, ça suffit. Là, il Sur- y aura plus le fait de dire il y a en haut, au-dessus Ah de oui, nous, ça les oui. mecs savent Attention, pas, donc ça attention, ils moi, sont pas Daniel, concernés. moi, tu sais que Après, à partir du 1er septembre, les mecs, il va falloir y Daniel, aller, quoi. Tu moi, vois. tu sais que sur l'échelle de responsabilité, on met Textor devant, il n'y a pas de souci. Et tu as raison d'insister là-dessus. Mais moi, j'aime beaucoup Pierre Sage, je l'ai souvent dit. Mais moi, Pierre Sage, sur cette deuxième saison, il doit changer. Il a changé de dimension et sa réalité n'est plus la même. Alors, on va en parler dans le un match instant de Pierre Sage. le match qu'il a fait ce Mais soir, juste, je ne l'ai pas Il y a compris. Gérald qui nous a appelé au 32-16. En fait, il nous écoutait en voiture et je crois qu'il s'est arrêté pour nous appeler, pas content. Salut Gérald. Ouais, bonsoir les gars, bonsoir Daniel. Bon, bienvenue dans Gérald. l'after. Ouais, Bonsoir Gérald. l'after. En gros, Daniel, je suis souvent d'accord avec toi et là, je me demande où est-ce qu'on va avec l'OL, dans le sens où on a beaucoup dépensé. Je vois Marseille qui fait des recrutements intelligents, machin. Nous, on doit vendre pour 100 millions, on achète Mikotadze, ça donne rien. Et là, j'ai pas de vision sur le projet et vraiment, ça fait 20 ans que je supporte l'OL et c'est une des premières fois où je sais pas où on va. Bah, après, l'année dernière, tu savais pas trop non plus. C'est ce qu'on finalement. expliquait, Gérald. On vient de tout expliquer. Je sais pas trop quoi te répondre. Là, maintenant, je te dis, c'est le 31 qui donnera des réponses. Le passage devant la DNCG. L'OL va à ce moment-là avoir toutes les réponses. Et après, comme je le disais, tu auras 20 mecs dans un vestiaire et un coach. Après, c'est à eux de se bouger le cul. Là, à partir du moment où il y aura les mecs dans le vestiaire et l'entraîneur, là, moi, pour l'instant, j'ai même pas trop envie de parler de ce qu'ils font sur le terrain. Parce qu'à partir du moment où on me dit et on voit bien que les mecs sont pas concernés, vont pas dans le même sens, je dis ok, très bien, très bien. Mais une fois que tout est verrouillé, que le marché est fermé, monsieur Sage, Daniel, vous proposez quoi? Daniel, et les joueurs, vous faites quoi? Daniel, c'est responsable de rien, mais on a un budget top 5 Ligue 1. Aujourd'hui, on va taper un top 15. Ouais. Non, mais ça, on T'as va même un attendre. budget Ça. top Je te 3 dis, Ligue une 1. fois que le marché est fermé, il n'y a pas de problème, on pourra parler de ça. Ça, on va attendre. Mais en tout cas, en termes de cohérence, sur le recrutement, on aura le temps d'en reparler. Mais quand tu vas faire Mikotadze alors que tu as déjà 3 numéros 9 et que tu n'arrives pas, et que t'arrives pas à faire un milieu de terrain, quand tu vas vendre O'Brien 20 millions d'euros pour prendre et 10 millions de Sarr, le défenseur central qui avait fait un bon prêt en Belgique pour prendre Niakate pour 31 millions d'euros, moi je ne comprends pas la logique de John Textor. À un moment donné, c'est bien les interviews où il te parle du PSG, etc. Il veut concurrencer le PSG, mais qui nous explique déjà sa stratégie. C'est lunaire ce qu'il nous propose. Moi, j'essaie de comprendre, j'essaie de me renseigner avec des gens du milieu sur les derniers jours. Il n'y a personne qui comprend. Donc à un moment donné, il faut qu'il nous explique, John Textor aussi là-dessus. Et sur le projet, Gérald, Walid commençait à ouvrir le dossier Pierre Sage. Qu'est-ce que toi tu penses dans ce projet que tu comprends pas trop? Est-ce que tu pars avec Pierre Sage à la guerre? Non, mais je pense que Pierre Sage, c'était un bon pansement, c'était un bon coup de boost dans un moment où on était dans le dur. Ça a été une excellente piqûre. Mais aujourd'hui, on repart sur une nouvelle saison, sur un nouveau projet et sur une nouvelle direction entre guillemets. Et moi, j'attendais un renouveau. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train de retomber comme un soufflet, quoi. Non, mais sur Pierre Sage, ça, je lui tire pas une balle. Non, moi non plus. Déjà, après 2 matchs, quand même. Non, je trouve déjà que la lucidité qui est la sienne dans son analyse de la situation montre que, en tout cas, il a tout compris et qu'il attend. Encore une fois, je vais le répéter pour la 3e fois, il attend impatiemment la fermeture du marché et après, il va commencer à travailler avec des mecs réceptifs. S'il n'arrive pas à renouer le lien avec l'équipe pour tenter d'en exploiter au mieux toutes les qualités et les faiblesses, là après on pourra parler de lui. Mais je pense que même avant Daniel, quelle direction va prendre le club. Tu as le droit quand même de. Non, mais moi j'aimerais en parler, moi. Oui, voilà. Moi là-dessus, non, mais il a raison, Daniel. De toute façon, quoi qu'il arrive, on fera un bilan plus global. Il faudra au moins 10 matchs pour juger le nouveau Lyon de Pierre Sage sur cette saison. Mais si on doit faire un débrief de match ce soir, moi j'ai rien compris. C'est-à-dire que, ok, il y a l'histoire de ce qui se passe dans le vestiaire, on l'a dit, on en a parlé, c'est pas le seul responsable et il a des circonstances atténuantes là-dessus. Maintenant, sur son match, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans sa compo de départ, ou ok, il tente quelque chose, la semaine dernière, ça n'a pas fonctionné. Donc il fait Cacré, Maitland-Niles et Benrahma au poste de numéro 10, il change quelque chose. La grosse circonstance atténuante aussi à ajouter, c'est que Noama se blesse très rapidement, donc il doit changer ses plans. Il fait rentrer Mikotadze, sauf que Mikotadze, il le fait jouer côté.
Alors que moi, j'aurais imaginé le voir derrière l'attaquant ou avec Lacazette et Benrahma retrouver son poste. Il fait changer Fofana de poste et il met Mikotadze. Mikotadze, il arrive à la mi-temps, il dit j'ai jamais joué ailier de ma vie, moi. En gros, je dois compenser, je dois faire des choses, j'essaie de donner le maximum. Mais tu as eu une équipe qui a été complètement coupée en deux. Et puis derrière, même ces changements qui ont été trop tardifs. Lacazette, il n'est pas prêt. Tu l'as vu sur le match, il est cuit. Il est cuit de ces Jeux Olympiques, il n'est pas bon, il n'est pas prêt pour jouer ce type de match-là. Déjà, qu'il démarre, c'est une surprise. Et derrière, comment il termine le match ? Donc ça aussi, il est statut dans le vestiaire. Comment Pierre Sage va gérer ça ? Est-ce qu'il est obligé de faire jouer Lacazette jusqu'au bout ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas prendre des décisions qui s'imposent par rapport à ce qu'il voit sur le jeu ? Moi, Pierre Sage, je ne veux pas l'enterrer. Je te l'ai dit, je trouve que c'est un coach qui a une réflexion, qui a fait des belles choses l'année dernière et qui a un crédit. Mais ce crédit-là, il ne va pas être éternel. Il faut aussi qu'il nous montre. Parce que l'année dernière, Pierre Sage, il a souvent été dans la réaction, dans le management. Là, la deuxième étape, c'est dans le jeu. Qu'est-ce que tu vas apporter sur le pressing, sur ce que cette équipe-là peut mettre en place avec le ballon, la progression des joueurs. Et là, sur les 2 premiers matchs, sur les lectures de match, je suis déçu, moi, globalement. Maintenant, on va lui laisser le bénéfice du doute et on va avoir de la patience. Mais on peut aussi dire ce qui n'a pas fonctionné sur un match comme celui d'aujourd'hui. Absolument, mais je pense que l'analyse technique de l'OL ne peut commencer qu'une fois que tout est en place. Ouais. Si un jour le club arrive cette année à être en place. Alors, mais bien évidemment que c'est pas le principal responsable. Bien évidemment. Si Gérald d'abord était là, à bientôt Gérald sur RMC. À très vite, bye. Et dans ce que je disais tout à l'heure, moi je suis pas sûr que quand Lacazette il décide de rester, je suis pas sûr que Pierre Sage veut Mikotadze. Oui, c'était l'opportunité de marcher. Moi, je pense que soit il fallait faire un choix entre Mikotadze. Mikotadze était le remplaçant de Lacazette s'il partait en Arabie Saoudite. Ouais. Et là, d'avoir une accumulation. Parce que Mikotadze et Lacazette. On parle du joueur de neuf cet été. Tu ne peux pas leur en vouloir d'avoir pris Lacazette. Mais les 2 neufs comme ça va lui poser un problème. En termes de cohérence sur le terrain, où est-ce que tu le fais jouer, Mikotadze ? Sur un côté, en 4-3-3, en 4-4-2. Est-ce que le milieu de terrain a 2 têtes ? Est-ce que face à des grosses équipes comme Paris, comme Marseille, comme Monaco, est-ce que c'est viable ? Moi, Mikotadze, j'aime beaucoup Mikotadze, j'aime beaucoup Lacazette. Et j'étais plutôt excité quand ils sont arrivés. Mais avec un peu de recul, je me dis que ça peut te poser beaucoup de problèmes par rapport à la constitution d'un 11 et même dans le vestiaire. Si demain Lacazette, tu le mets sur le banc parce que Mikotadze est meilleur que Lacazette cette saison, comment ça se passe ? Comment tu le gères ? Ça, c'est des questions que moi, je ne me suis pas posées dans un premier temps, mais que je commence à me poser. Il y a Hugo qui nous appelle au 32-16. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent avec 2 neufs. Je pense que ceux qui écoutent vont trouver. Moi, il y en a l'Inter qui me vient. Voilà, j'allais dire, il y en a une moi qui me vient en tête parce que je regarde et parce que je sais, effectivement. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a toujours ce duo. Mais avec une structure bien établie derrière, une défense à 3. Exactement. Là, Lautaro, par exemple, ce soir a été blessé contre Lecce et c'est Taremi qui a joué avec Thuram. Mais je ne vois pas d'autres équipes comme ça. Monaco a essayé la semaine dernière. C'est ce que j'allais dire, dans un autre style. Mbolo Balogun. Voilà, Mbolo Balogun, ils ont joué ensemble la semaine dernière. Mais grosso modo, dans le foot aujourd'hui, c'est assez compliqué. Le lance de Style semble vouloir être à 2. Il faut Pourquoi Style avec non, pour l'instant, c'est Saïd devant. Saïd, Sotoka. Oui, enfin, Sotoka est plus un joueur entre les lignes. C'est pas un neuf. Moi, je te parle de deux mecs qui sont des vrais neufs. À l'Inter, on a 2 neufs. Là, en l'occurrence, si un jour tu dois jouer avec Mikotadze à Lacazette, c'est 2 neufs. Tu sais, c'est ce qu'on voyait à une époque, je sais pas, le Manchester de même si Mikotadze, il peut tourner autour. Mais Cole, tu vois, c'est rare aujourd'hui. Donc, soit tu construis, comme a dit Walid, tu fais toute une structure pour permettre à 2 mecs comme ça de jouer ensemble. Sinon, tu arrives à tous les problèmes que Walid vient d'évoquer. Le mec, l'ancien avec le statut, le nouveau qui est là pour lui prendre sa place. Tu te mets un peu dans la merde. Alors, il y a Hugo qui est là au 32-16 et je crois qu'il a perçu un autre problème encore aujourd'hui. Salut Hugo, bienvenue sur RMC. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, là, je rejoins vraiment tout ce que vous dites. Par contre, en préambule, comment dire, il a essayé de mettre en place des ailiers très très hauts avec une pointe très très haute, et ce qui a permis que, comme Monaco jouait très très haut, de pouvoir jouer en contre-attaque.
Et ça, on a essayé, mais le problème, c'est que techniquement, on est à la ramasse. Techniquement, c'est une catastrophe. Et juste pour finir sur Niakate, comment dire, là, la défense, vous dites, oui, les joueurs, ils savent pas ce qu'ils vont devenir, etc. avec le mercato. Mais Niakate vient d'arriver. Il a déjà pas montré le niveau qu'il avait dans ses précédentes saisons. Donc c'est ça, j'essaie de comprendre dans cet effectif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est même les joueurs qui viennent d'arriver, ils n'ont pas le niveau par rapport aux joueurs qui sont peut-être sur le départ. Après, ça c'est peut-être normal pour le coup. C'est-à-dire que les mecs qui changent de club, ils ont peut-être besoin de s'adapter aussi. Mais après, moi, quand je parlais d'urgence tout à l'heure, c'est que l'objectif de Lyon cette année, c'est quand même de retrouver la Ligue des Champions, donc le top 4. Et quand je vois, on va peut-être parler de Lille tout à l'heure, on va parler de Monaco tout de suite. Ouais. Rennes qui a fait un très gros match. Le top 4, il m'a l'air presque verrouillé déjà. Ben, c'est bon, on va être prudent. Rarement j'ai eu cette sensation-là. C'est que 2 journées. Après 2 matchs, après 2 matchs seulement, d'avoir la sensation que le top 4 c'est que 2 journées, mais je rappelle que tu es à 6 points de Monaco ce soir en 2 matchs. C'est qui le 4e que vous mettez? Paris, Monaco, Lille sur l'impression globale. Et Rennes, on va attendre, mais Rennes et Lens, Marseille, il y a Marseille aussi. Marseille. Donc moi je mettais Paris, Marseille, Monaco, Lille, c'était mes 4 équipes. Et ce train-là, et je veux revoir Rennes et je veux revoir Lens. Et justement, dans ce top 4, parlons de Monaco. Et je remercie Hugo d'avoir été là. Ce train-là, va falloir s'accrocher. Au 32-16. Si tu es à 9 points à la trêve. Et pas sûr que la locomotive de ce train ne soit pas Monaco. Parce que là, ce qu'on a vu encore, ça tourne très très bien. Et c'est Daniel, je ne sais pas ce que tu as pensé de Monaco aujourd'hui. Mais on a souvent avec cette équipe un souci, justement. Il y a toujours un gros passage à vide. Donc avec Monaco, on a toujours du mal à tirer des conclusions. Mais ce qu'on voit là, c'est fort. On va pas s'imaginer déjà au printemps quand le Café de Paris attire les joueurs et quand on fait nos fameuses blagues sur ce qui se passe au printemps à Monaco. On va rester dans cette fin d'été. On parlait un petit peu, on échangeait des messages avec Walid pendant le match. Moi, mon premier constat, j'ai beaucoup aimé la semaine dernière. Je pense qu'ils sont en vraie progression par rapport à l'année dernière. J'ai vu un match très intéressant où, je le répète, avec un finisseur, ça pouvait faire 4-5-0 sans problème, tellement je les ai trouvés forts. Maintenant, certains vont dire ça peut jouer le titre. On a vu le PSG la veille. La différence entre les deux, moi je pense que les intentions des deux côtés sont très bonnes. J'aime les deux entraîneurs. J'aime le travail qui est fait dans le staff à Monaco avec le rôle de Damien Périnel auprès d'Adi Hutter. Les deux s'entendent très bien. Il y a des. Je sais pas si tu as vu, il l'a félicité après le premier but. Je sais pas pourquoi, mais. En fait, c'est juste parce que Adi Hutter s'appuie sur lui. Périnel est très respectueux de son coach et ça se passe super bien entre les deux. Et c'est très bien. Enfin, ils communiquaient. En fait, c'est pas vraiment. Parce qu'il y avait 2 changements juste avant. Il a été dit qu'il avait félicité. C'était pas vraiment une félicitation. C'était genre les décisions qu'on prend, elles sont bonnes. Et voilà, il lui demandait son avis sur un changement. Il lui a donné son avis. C'est vraiment un travail de staff, quoi. Voilà, c'était pas vraiment bravo, genre pouce levé. C'était pas exactement ça d'après ce que moi j'ai su. Et donc oui, la différence et ce pourquoi j'ai un peu de mal à imaginer que Monaco puisse jouer le titre au PSG, c'est d'abord, je vois pas qui est le finisseur, qui est le mec qui peut mettre 20 buts. Alors on va me dire, on peut en avoir 4 qui vont en mettre 10. Ok, pourquoi pas. Mais globalement, entre profondeur de banc et qualité intrinsèque sur le terrain, je pense qu'il y a plus de qualité au PSG. Mais après, pour le reste, du jeu, de ce qui est proposé, des intentions, moi je trouve que Monaco, c'est du très très bon niveau. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je pense que Walid a beaucoup aimé, il va pouvoir en parler. Non, mais moi je l'ai dit, c'est une équipe qui m'intéresse énormément. Il y a beaucoup de profils de joueurs, et même le mercato, même si c'est des jeunes joueurs, mais Camara, avant son rouge, je trouve qu'il a fait un très bon match à côté de Zakaria. Maouissa, il n'a pas encore été intégré, mais il était bon à Toulouse. Là, le Ilinikina, on va voir ce que ça donne. T'as Balogun, t'as Mbolo, t'as les deux artistes, Ben Seguir et Akliouche, qui, en deuxième mi-temps, quand ils ont haussé le
le niveau, parce que Ben Seguir, j'ai trouvé que sur les 15 premières minutes, il y avait des choix parfois frustrants, mais dès que les mecs ils ont joué dans le sens du jeu, ils se sont régalés, et ils ont percé le verrou lyonnais. Tiens, ces deux gamins dont on parle depuis très longtemps maintenant, ils doivent suivre le chemin de Barcola au PSG. Ouais. Par exemple, Ben Seguir, on en parlait avant Akliouche et même avant Barcola. Il a eu une saison de blessure. Ouais, exactement. Ouais. Là, il démarre avec 2 titularisations. Parfois, je trouve qu'il gâche encore des actions, des situations de jeu. Néanmoins, c'est lui qui obtient un pénalty la semaine dernière. C'est lui qui débloque la situation aujourd'hui. Il est dans une phase de progression. Et puis même dans la création, son binôme avec Jacobs est vraiment intéressant. Ouais, ça combine beaucoup. Quand il est dans le sens du jeu, il a quand même un grain technique qui fait beaucoup de bien à son équipe et à nos yeux. Akliouche, la même chose. En première mi-temps, il était timide. Il était pas très très utilisé. En deuxième mi-temps, il a beaucoup dézonné. Il a créé beaucoup d'occasions. Donc oui, après, il faut voir quel numéro 9 va jouer. Est-ce que Balogun et Mbolo sont compatibles? Est-ce que il a un problème mental. Ouais, c'est un problème mental. Après, s'il a un problème mental à Monaco, faut pas qu'il aille dans d'autres clubs quand même. Mais exactement. Mais c'est ça, mon vieux. C'est le haut niveau. Des fois, faut supporter ça. Mais même si moi, la saison dernière, ça a été très décevant. Mais je pense qu'il peut hausser son niveau de jeu. Après, il y a un gros problème avec Monaco. On en parle souvent. C'est que si on analyse le match de ce soir, on voit une supériorité. Il y a 2 mondes entre Monaco et Lyon collectivement aujourd'hui. Minamino, faut souligner, t'aimes bien. Oui, qui est bien aussi. Et t'as Golovin qui va revenir de blessure aussi, qui va être très important. Mais en fait, le problème, c'est que à la 60e, il y a 0-0. Alors que la supériorité de Monaco, elle est claire et nette. Et ça, malheureusement, ça peut devenir un souci parce que j'ai le sentiment, parfois, Monaco, ils aiment bien jouer un peu, tu sais, main dans les poches, on est facile, et attention à la facilité. Pas assez tueur, quoi. Attention à la facilité, le beau geste, pas le geste efficace, allez, tranquille, on va gagner ce match-là. Et moi, je le disais à Daniel ou même à d'autres quand je discutais pendant le match, attention, parce que tu sais, t'as Lyon un ballon qui traîne dans la surface de réparation. Braquage, tu peux être sujet au braquage. Exactement. Quoi. Et ça, sur la régularité d'une saison, on l'a déjà dit l'année dernière, même en faisant une belle deuxième partie de saison, pendant 1 mois et demi, ils n'ont pas gagné à Louis II. Ça, il va falloir vraiment que le staff, tu vois, cultive cette culture à ce groupe-là, qui a beaucoup de qualité, d'être méchant. D'être une équipe très belle, mais à la fois aussi méchante. Et ça, moi, c'est mon doute. Il faudra un finisseur. Oui, mais pas Mbolo parfois fait des choix. Ouais. Je l'aime bien, ce joueur. Mais parfois, je trouve que dos au but, il est très intéressant, mais tu vois, il a 2-3 situations qui jouent mal. Donc ça, il faut vraiment il prend pas l'information, il prend pas la formation avant. Tu sais, il doit progresser en QI football. Mais après, par contre, pour le podium, pour moi, il y aura pas de souci. On parle d'une équipe où, et on nous le dit dans le chat je pense qu'on Twitter. va prendre beaucoup de plaisir à regarder Monaco cette saison. Il y a Bit qui nous dit, n'oubliez pas Caio Henrique aussi qui est en train de revenir de blessure, qui n'a pas joué ce soir. Zingo était sur le banc. Caio Henrique, ça va être compliqué de reprendre la place. Parce que Jacobs, moi, j'étais pas un grand fan de l'année dernière, mais il est pas dégueu sur le début de saison. Attention, c'est pas gagné qu'il la reprenne facilement. Et c'est vrai que Singo était le meilleur défenseur l'année dernière, il était pas là. Exactement. Va falloir remettre Golovin dans cette équipe. Pour à 18h. Après, l'avantage chez Golovin, il ne revient jamais trop longtemps non plus, malheureusement pour lui. Oui, mais il te fait toujours ces 3 mois, il y a 3 mois. 3 mois de qualité, il te les fait. Et après, il repart. Lui, après, c'est. Merci à tous, à bientôt. Merci à tous. Et après, il a la possibilité de jouer au milieu de terrain aussi, Golovin, d'avoir le jeu face à lui, donc ça peut être aussi un nouveau poste. Et la semaine prochaine, hâte de voir ce Monaco-Lens pour la 3e journée de Ligue 1. La semaine prochaine, on a Monaco-Lens et on a Lille-PSG. Ouais, exactement.